Chaque ville a son côté sombre. À l'été 1969, chaque salle de rédaction du Michigan était tombée dans la même routine sinistre. Encore une jeune femme disparue, encore un corps découvert quelques jours plus tard. Encore un meurtre absolument brutal, sans suspect en vue. Et il n'y avait vraiment aucune façon douce d'annoncer à la communauté qu'un tueur s'en prenait à leurs filles et à leurs petites amies, et que malgré tous les efforts des autorités, rien ne semblait pouvoir mettre fin à tout ça. En seulement 2 ans, 7 jeunes femmes avaient été assassinées de façon troublante. Leurs corps ensuite abandonnés avec une cruauté qui laissait penser que celui qui faisait ça ne ressentait absolument rien, si ce n'est une exaltation pure. Bienvenue dans un nouvel épisode d'Everytown, où aujourd'hui nous avons quelque chose de très sombre pour vous. Alors accrochez-vous, ça va devenir intense. Quand vous entendrez les détails de cette affaire et que vous découvrirez qui en est responsable, ça vous fera réfléchir à 2 fois sur les gens que vous gardez le plus près de vous. Allons maintenant dans l'État des Grands Lacs et plongeons dans l'incroyable histoire vraie des meurtres du Michigan. En 1969, la guerre du Vietnam faisait rage outre-mer. Le mouvement des droits civiques était en train de remodeler le pays. Et ici même, au cœur de tout ça, la vie dans les villes universitaires d'Ypsilanti et d'Ann Arbor suivait son cours habituel. Les étudiants envahissaient les trottoirs et les motos s'alignaient le long des trottoirs. N'importe quel soir, on pouvait trouver des jeunes faisant du stop, se baladant, faisant confiance au monde qui les entourait, comme le fait un jeune quand rien de mauvais ne lui est encore jamais arrivé. L'université Eastern Michigan et l'université du Michigan étaient à quelques kilomètres l'une de l'autre. Et ensemble, elles donnaient à ce coin de l'État une sorte d'énergie juvénile et décontractée. Et par ce chaud soir d'été du 9 juillet de cette année-là, une étudiante en comptabilité de 19 ans, nommée Mary Fleaser, décida de rentrer à pied du campus. Et ce fut le début de toute l'horreur qui suivit. Mary était étudiante en comptabilité à l'université Eastern Michigan. C'était une bonne élève, le genre qui ne ratait jamais la messe du dimanche et appelait ses parents chaque semaine sans faute. Rien dans cette promenade n'aurait dû être dangereux, mais un voisin qui observait de dehors remarqua quelque chose qui le mit mal à l'aise. C'était une Chevrolet bleu-gris qui continuait à tourner autour du bloc. Elle avançait lentement et délibérément, et à chaque passage devant Mary, le conducteur se penchait et l'appelait, essayant de la convaincre de monter. Comme elle secouait la tête et continuait à marcher, il repassait, et elle refusait à nouveau. Le voisin pensa à intervenir, mais hésita. Puis Mary tourna un coin de rue et disparut. Et je veux dire pour de bon, parce que personne ne la reverrait jamais vivante. Quand sa colocataire déposa une déclaration de disparition le lendemain matin, la police ne s'affola pas vraiment. Mary était pratiquement adulte et à l'université, et des gens comme elle partaient comme ça tout le temps, dans les années 60 de l'amour libre. Peut-être qu'elle était partie en voyage improvisé, ou avait rencontré un garçon et s'amusait quelque part. Le fait est que sans réel signe d'un événement grave, c'étaient là les explications les plus simples. Donc la police alla dans cette direction. Mais assez vite, il serait forcé de changer d'avis. 4 semaines passèrent avant qu'un couple de jeunes garçons ne tombe sur ce qu'il restait d'elle, près d'une ferme abandonnée dans le canton de Supérieur. Et ce que les enquêteurs trouvèrent sur cette scène leur dit tout ce qu'ils avaient besoin de savoir sur la personne à qui ils avaient affaire. Mary avait été poignardée environ 30 fois, et ses pieds avaient été coupés au-dessus des chevilles. Les 5 doigts d'une main avaient été retirés, et l'autre main avait été sectionnée à partir de l'avant-bras. Et aucune de ces parties retirées, soit dit en passant, ne fut jamais retrouvée. Le médecin légiste confirma qu'elle avait été sévèrement battue avant sa mort, mais le détail qui frappa vraiment les enquêteurs était la preuve sur la scène suggérant que le tueur était revenu plusieurs fois au cours des semaines où son corps y gisait. Quelqu'un revenait, déplaçait le corps et revisitait ce qu'il avait fait. Ça demande un certain type de psychopathe, donc la police savait que s'il ne trouvait pas cet homme rapidement, d'autres corps réapparaîtraient probablement. Les funérailles de Mary furent un événement tragique. C'est une chose de perdre quelqu'un d'aussi jeune, mais que ça se passe de manière aussi brutale était difficile à saisir. Un jeune homme se présenta là, prétendant être un ami de la famille, et il avait une requête particulière. Il demanda au directeur de la pompe funèbre s'il pouvait prendre une photo de Mary dans son cercueil. Il dit que ses parents voulaient un souvenir. Quand le directeur lui dit non, l'homme insista davantage. Ne pouvait-on pas juste la préparer suffisamment pour une seule photo ?
Après avoir été repoussé une deuxième fois, il sortit sans un mot de plus. C'était assez bizarre pour que la police soit notifiée. La réceptionniste essaya de les aider avec une description. Beau garçon, cheveux foncés, début vingtaine. Mais surtout, il conduisait une vieille Chevrolet bleu-gris, le même type de voiture qui avait tourné autour de Mary le soir de sa disparition. La police le nota, et avec le recul, ça semble évident. Mais à l'époque, ils n'avaient pas tous les éléments alignés dans le bon ordre. Par conséquent, ils classèrent cet incident comme une sorte de curiosité morbide et passèrent à autre chose. Ils n'avaient aucune idée que le tueur venait juste de se montrer pour admirer son propre travail. Presque une année entière passa après ça, et l'enquête sur le meurtre de Mary était complètement au point mort quand une jeune femme de 20 ans, Joanne Schell, sortit de son appartement sur la rue Emmett le soir du 30 juin 1968. Elle voulait rendre visite à son petit ami à Ann Arbor. Alors sa colocataire l'accompagna jusqu'à l'arrêt de bus sur l'avenue Washington. Elles discutèrent de rien en particulier en chemin, mais Joanne rata son bus. Au lieu d'attendre le suivant, elle décida de faire du stop. Sa colocataire resta là à regarder quand une Pontiac Bonneville rouge et noire s'arrêta avec 3 jeunes hommes à l'intérieur. Et le conducteur portait un t-shirt vert de l'université Eastern Michigan et avait les cheveux courts et foncés, soigneusement coiffés sur le côté. Et tout en lui suggérait qu'il n'était qu'un autre étudiant propre sur lui. Et il demanda à Joanne si elle avait besoin d'un trajet. Elle se retourna vers sa colocataire, incertaine comme pour demander sa permission. Sa colocataire essaya de l'en dissuader, mais Joanne monta quand même, criant en partant qu'elle téléphonerait une fois arrivée à Ann Arbor, saine et sauve. Cet appel ne vint jamais. Des ouvriers du bâtiment trouvèrent son corps 5 jours plus tard sur la route Earhart à Ann Arbor, et elle avait été poignardée 25 fois, avec ce que les enquêteurs estimèrent être une lame de 10 cm. Sa gorge avait été tranchée si profondément que le couteau avait raclé l'os, et celui qui avait fait ça avait noué sa propre mini-jupe autour de son cou. Le médecin légiste remarqua quelque chose d'étrange dans la façon dont le corps s'était décomposé. Sa partie inférieure était relativement préservée, mais sa tête et ses épaules s'étaient dégradées de façon significative, ce qui signifiait qu'elle avait été stockée quelque part de frais avec la partie supérieure du corps exposée à la chaleur. En d'autres termes, le tueur l'avait gardée quelque part avant de la déposer. Puis, quand il était prêt, il avait conduit son corps jusqu'à la route Earhart, avait fait une tentative à moitié de la couvrir avec de l'herbe et était parti. Le lien avec l'affaire Mary était difficile à ignorer. La police retrouva et élimina plus de 150 personnes à travers le Michigan qui possédaient des véhicules rouges et noirs. Ils réalisèrent un portrait robot du conducteur basé sur la description de la colocataire et le placardèrent partout sur le campus. En août, ils n'avaient absolument rien. Quelques mois après le meurtre de Joanne, 2 témoins différents se manifestèrent et dirent à la police qu'ils l'avaient vu marcher avec un étudiant de sexe masculin le long de la rue Emmett le soir de sa disparition. Et tous 2 pensèrent que le gars ressemblait à John Norman Collins, un étudiant DMU qui habitait directement en face de chez Joanne, au 619 de la rue Emmett. Et son apparence correspondait plutôt bien au portrait robot également. Donc la police le convoqua, et Collins nia catégoriquement connaître Joanne Schell et dit qu'il avait passé tout ce week-end chez sa mère à Centerline, une banlieue juste au nord de Détroit, et n'était pas revenu avant le 1er juillet. Les enquêteurs le prirent simplement au mot. Ils ne vérifièrent même jamais si l'alibi tenait la route, et ils le laissèrent partir. Maintenant, écoutez, je sais que ça commence à avoir l'air vraiment mauvais pour les autorités, mais Collins était un étudiant propre sur lui. Si on le regardait en face, on ne pensait pas que c'était un tueur psychopathe. Et il faut se rappeler que ça s'est passé à une époque où l'expression « tueur en série » n'était même pas utilisée par la police. Il n'y avait pas de podcast de true crime, donc le monde était tout simplement plus innocent. En plus de ça, les meurtres se turent après ça. Des mois passèrent sans qu'un autre corps ne réapparaisse, assez longtemps pour que les gens commencent à se demander si c'était peut-être terminé. Si celui qui avait fait ça était parti, avait arrêté, ou avait peut-être simplement disparu. Mais il s'avère que non. Parce qu'au printemps 69, les choses empirèrent tellement vite que tout l'État entra dans une sorte de panique collective. Le 20 mars, une étudiante en droit de 23 ans à l'Université du Michigan, nommée Jane Mixer,
épingla une note manuscrite sur un tableau d'affichage du campus. Elle avait besoin d'un trajet pour rentrer chez elle à Muskegon, parce qu'elle avait de bonnes nouvelles à partager avec sa famille là-bas. C'était des fiançailles et des projets pour déménager à New York. Tout un avenir radieux s'étalait devant elle. Quelqu'un vit cette note et répondit. Le lendemain matin, son corps entièrement habillé fut trouvé sur une tombe dans le cimetière de Denton, dans le canton de Van Buren. Elle avait été abattue 2 fois dans la tête avec un pistolet de petit calibre, puis étranglée avec un bas nylon qui ne lui appartenait pas. Celui qui l'avait laissée là avait placé un exemplaire du livre Catch 22 à côté de son corps. Et elle n'avait pas été agressée sexuellement comme les 2 autres victimes, mais ses vêtements avaient été déplacés pour l'exposer. Et Jane avait ses règles quand elle mourut. Et la théorie était que le tueur l'avait découvert et que ça l'avait arrêté d'aller plus loin. En conséquence, il l'avait abattue, étranglée, et avait placé son corps dans ce cimetière. Donc cette affaire ne s'imbriquait pas aussi parfaitement dans les autres. Les enquêteurs découvrirent que Jane avait essayé d'appeler un étudiant nommé David Johnson et croyaient qu'il lui avait proposé un trajet pour Muskegon. Mais Johnson dit qu'il n'avait jamais répondu à son message et avait un alibi solide. Quelqu'un s'était fait passer pour lui. Celui qui avait répondu à cette note savait exactement ce qu'il faisait. Il avait lu son message sur le tableau d'affichage, vu une opportunité et utilisé le nom d'un autre étudiant pour s'approcher d'elle. C'était calculé d'une façon différente de ce qui s'était passé avant. Seulement 4 jours plus tard, les choses empirèrent encore. Un géomètre travaillant sur la route Earhart découvrit le corps de Marilyn Skelton, 16 ans, allongé face vers le haut sur une veste bleue, derrière une maison inoccupée sur une colline boisée. Elle avait été laissée dans une position que les enquêteurs décrivirent comme délibérément dégradante. Et ce qui lui avait été fait représentait une escalade si sévère qu'un détective qui avait travaillé sur des homicides pendant 30 ans dit que c'était la pire chose qu'il avait jamais vue dans sa carrière. Et Marilyn avait été tout simplement torturée. Le tueur avait utilisé sa propre chemise pour étouffer ses cris pendant qu'il la battait. Elle avait été attachée et fouettée avec une ceinture. Son crâne était fracturé et elle avait été violée avec une branche d'arbre. Et quelque part au milieu de tout ça, elle s'était battue. Le sang sur la scène suggérait qu'elle s'était effectivement libérée et avait essayé de fuir, mais elle n'était pas allée très loin. Comme il avait récemment plu, toutes les empreintes de pas ou traces de pneus qui auraient pu renseigner les enquêteurs avaient disparu, effacées comme si elles n'avaient jamais existé. Marilyn avait une certaine réputation à Ann Arbor. C'était une lycéenne de Romulus, connue comme une fêtarde qui trafiquait de la drogue et transmettait parfois des informations à la police. Mais quand son corps fut retrouvé, certains enquêteurs se demandèrent d'abord si son meurtre était lié à la drogue plutôt que connecté au schéma qu'ils observaient. Mais les détails étaient trop familiers pour être ignorés. Son meurtre était trop passionné. En plus de ce qui lui avait été fait, elle fut abandonnée à seulement quelques centaines de mètres de l'endroit où Joan Schell avait été trouvée. La même portion de route, donc probablement le même tueur. Revenant à un endroit qui signifiait quelque chose pour lui ou avec lequel il se sentait à l'aise. Et à chaque fois qu'il revenait, il devenait plus audacieux. Moins d'1 mois plus tard, Dawn Baysom, 13 ans, disparut le soir du 15 avril en rentrant à pied de chez une amie. Elle prenait un raccourci le long des voies ferrées, et un garçon nommé Earl Kidd marcha avec elle une partie du chemin avant de lui dire au revoir à environ 5 pâtés de maison de chez elle. Elle était presque arrivée, mais n'y parvint jamais. Un chauffeur de camion la trouva le lendemain matin, à environ 1 kilomètre de là, sur la route Gale. Elle avait été poignardée et étranglée avec un câble électrique. Un médecin légiste estima qu'elle était morte depuis environ 10 heures. La police trouva le pull orange de Dawn dans une ferme abandonnée près de l'endroit où son corps avait été déposé. Du verre dans le sous-sol correspondait à des fragments trouvés sur sa peau, donc elle avait été tuée là. Une semaine plus tard, un détective retourna dans ce même sous-sol et trouva un morceau du chemisier de Dawn. Et à côté, une boucle d'oreille en or qui avait appartenu à Marilyn Skelton. La police n'avait pas raté ces éléments lors du premier passage. C'est le tueur qui était revenu. Il avait laissé ces objets là délibérément, comme des trophées disposés dans un endroit que lui seul connaissait. Et donc, ça liait tous les meurtres ensemble sans aucun doute possible. Et puis, le 13 mai, quelqu'un mit le feu à cette ferme. Quand les pompiers arrivèrent et passèrent au crible les décombres,
ils trouvèrent 5 fleurs de lilas alignées dans l'allée, une pour chaque victime. En juin 1969, cette enclave universitaire autrefois calme avait complètement basculé. Les femmes portaient des couteaux et du gaz lacrymogène. Personne n'allait nulle part seul. Même dans la chaleur de l'été, les fenêtres restaient fermées à clé. À ce stade, la police avait passé en revue plus de 1000 suspects et 800 pistes et n'était pas plus proche d'une arrestation que le jour où le corps de Mary Fleezer avait été trouvé 2 ans plus tôt. Et puis ça empira encore. Le 8 juin, Alice Callum, 21 ans, fut vue quittant une fête à l'arrière d'une moto. Et 3 jours après, son corps fut retrouvé dans un champ. Elle avait été poignardée, sa gorge avait été tranchée et elle avait été abattue dans la tête. Elle avait également une blessure par balle à travers son pouce, de quand elle avait levé la main en essayant de protéger son visage. L'arme à feu changeait en quelque sorte tout. Seulement une autre victime, Jane Mixer, avait été abattue. Et ce détail plongea les enquêteurs dans une spirale, car si une arme à feu était maintenant impliquée, était-il même sûr que tous ces meurtres étaient connectés? S'agissait-il d'un seul homme, ou peut-être de plusieurs tueurs opérant dans la même zone en même temps? Et le shérif devait faire quelque chose. Donc il se présenta devant les reporters et leur dit que le tueur était toujours en liberté à cause de la chance, et non parce que la police ne travaillait pas assez dur. Il promit qu'il l'attraperait finalement, mais, en coulisses, les enquêteurs étaient à bout de ressources, et ils le savaient. Les choses devinrent tellement désespérées que le 21 juillet, la communauté fit appel à un psychique néerlandais nommé Peter Urkos pour aider à résoudre l'affaire. Et écoutez, riez si vous voulez, mais Urkos conduisit les enquêteurs jusqu'à l'emplacement précis où chaque corps avait été trouvé et révéla des détails sur les meurtres qui n'avaient jamais été rendus publics. Il dressa le profil du tueur, un homme blanc bien bâti de moins de 25 ans, né à l'extérieur des États-Unis, qui conduisait une moto. Et puis, il fit une dernière prédiction. Le tueur frapperait à nouveau très bientôt. Seulement 2 jours plus tard, Karen Beinemann, 18 ans, entra dans une boutique de perruques au centre-ville d'Ypsilanti. Pendant qu'elle regardait les articles, elle remarqua un jeune homme qui attendait dehors sur une moto Triumph bleue. Il avait les cheveux courts et foncés, un pull rayé. Il était juste assis là. Et Karen se tourna vers la propriétaire de la boutique, Joanne Ghosh, et dit qu'elle faisait 2 choses stupides ce jour-là, acheter une perruque et accepter un trajet d'un inconnu. Et elle rit même en disant qu'elle était soit la fille la plus courageuse, soit la plus stupide d'être montée sur cette moto. Ghosh et son assistante regardèrent par la fenêtre, et au moment où elles le firent, l'homme détourna la tête. Karen sortit, grimpa à l'arrière de cette moto, et 3 jours plus tard, son corps fut trouvé près de la rivière Huron. Elle avait été battue et torturée avec un produit chimique caustique, et du tissu avait été fourré dans sa gorge, et ses sous-vêtements avaient été enfoncés à l'intérieur de son corps. Et quand les enquêteurs examinèrent ces sous-vêtements, ce qu'ils trouvèrent à l'intérieur allait finalement faire craquer l'affaire. Il y avait de l'ADN masculin, mais aussi 509 mèches de cheveux humains individuelles, chacune de moins de 1 cm de long, principalement blondes et soigneusement coupées. Et les cheveux de Karen étaient châtain foncé, donc ses cheveux venaient d'ailleurs, entièrement. La police suspecta que le tueur pourrait revenir sur les lieux comme il l'avait fait auparavant. Donc ils remplacèrent astucieusement le corps de Karen par un mannequin, puis attendirent. Le 27 juillet, pendant un violent orage, un officier repéra un jeune homme qui s'éloignait en courant du ravin en sprint. Mais la pluie avait coupé sa radio. Le temps que les renforts soient contactés, l'homme avait disparu dans les bois. Pendant ce temps, les enquêteurs amenèrent Joanne Ghosh et lui montrèrent une série de photos, et elle pointa une photo sans même hésiter. Un voisin de la boutique de chocolat à côté confirma, puis un autre témoin, puis encore un autre. Et au final, 7 personnes différentes avaient placé le même homme devant cette boutique de perruques le jour où Karen monta sur cette moto. Et 3 autres femmes se manifestèrent en disant qu'il avait essayé de les embarquer avant que Karen n'ait dit oui. Et son nom était John Norman Collins. Sur le papier, John ressemblait exactement au genre de gars que vous voudriez que votre fille ramène à la maison. Et c'est en partie pour ça que la police l'avait laissé partir des années auparavant sur sa seule parole. Un étudiant en éducation et ancien capitaine de football au lycée. Beau, charmant, à l'aise avec les gens. Mais en creusant un peu plus, pour ceux qui le connaissaient vraiment,
Ils avaient vu quelque chose de plus sombre sous tout ça. Sa fraternité l'avait expulsé pour vol. Il avait aussi un tempérament violent qui semblait effrayer les gens, et il avait également une rage particulière envers les femmes qui avaient leurs règles. Et des témoignages racontent qu'il avait crié après une petite amie et claqué la porte au moment où il apprit qu'elle avait ses règles. Et compte tenu de ce que les enquêteurs savaient de chaque victime dans l'affaire, ce détail les frappa de plein fouet. Au travail, il mettait mal à l'aise ses collègues en décrivant les blessures des victimes dans les moindres détails, prétendant que son oncle, un sergent de police, lui fournissait des informations confidentielles. Personne ne pouvait prouver que c'était un mensonge à l'époque, mais ils s'en souvinrent. Plus les enquêteurs creusaient, plus Collins continuait à apparaître aux marges de chaque affaire. Il avait travaillé directement en face de l'immeuble où vivait une victime. Il sortait avec quelqu'un dont l'appartement était juste à côté du domicile d'une autre victime, et il avait été repéré dans des zones liées à une troisième. Quand la police l'avait convoqué pour un interrogatoire au début, il avait refusé le détecteur de mensonges. Son colocataire l'avait plus tard regardé sortir de leur appartement avec une boîte contenant une chaussure violette de femme et un sac à main, et Collins lui avait dit qu'il s'en débarrassait juste. Et puis vint le moment qui finit par tout faire s'effondrer. Pendant que son oncle, le sergent de la police d'État David Lyke, était en vacances, Collins avait reçu les clés de sa maison pour garder le chien de la famille. Quand les Lyke rentrèrent chez eux, quelque chose n'allait pas. Le sol du sous-sol avait été recouvert de peinture fraîche. Plusieurs produits de nettoyage avaient également disparu. Et une fois que Lyke fut informé que son neveu était suspect, il regarda de plus près et trouva ce qui semblait être du sang sous cette peinture. Mais ce que les enquêteurs trouvèrent quand ils entrèrent dans ce sous-sol fut l'élément qui verrouilla tout. Les enfants Lake étaient tous blonds, et la tante de Collins leur avait coupé les cheveux là-bas, juste avant que la famille parte en vacances. Les mèches avaient été balayées en petits tas soignés. Ces mêmes mèches, minuscules et blondes, de moins de 1 centimètre de long, correspondaient forensiquement de façon précise aux cheveux trouvés dans les sous-vêtements de Karen. Mais elle avait été dans ce sous-sol, et Collins l'avait emmenée là. Et puis il avait essayé de peindre par-dessus ce qu'il avait fait. La grande pièce à conviction qui le condamna fut l'analyse capillaire. Ils trouvèrent ses cheveux sur le corps de Beinemann et purent les faire correspondre forensiquement, et c'était la première affaire dans le pays où cela avait été fait. C'était une avancée vraiment révolutionnaire à l'époque. Le 30 juillet 1969, la police arrêta finalement Collins. Bien que le procès, il était un peu compliqué. Quand la police fouilla l'appartement de Collins, ils trouvèrent de nombreux objets volés, mais très peu qui le liaient directement au meurtre. La vraie preuve était dans ce sous-sol. La preuve que Karen y avait été, et le fait que Collins était la seule personne à avoir une clé. C'est ce autour de quoi le parquet construisit son dossier. Ce procès commença en 1970, et même si les enquêteurs croyaient en privé que Collins était responsable des 7 décès, ils ne l'inculpèrent que pour le meurtre de Karen. Les preuves dans les autres affaires n'étaient tout simplement pas suffisamment solides pour garantir une condamnation, et ils en avaient besoin d'une. Au tribunal, Joan Ghosh le pointa directement du doigt. Des experts en médecine légale expliquèrent que la correspondance des cheveux n'était pas une coïncidence. Les probabilités que ces mèches apparaissent dans 2 endroits séparés par accident étaient essentiellement nulles. Collins resta assis là tout au long et ne dit rien. Il ne s'ila même pas quand le verdict fut lu, même quand sa propre famille pleurait autour de lui. Il fut condamné à la prison à vie, changea plus tard son nom en Chapman et est derrière les barreaux depuis plus de 50 ans. Aujourd'hui, John Collins a 78 ans, mais voici une dernière chose avant de conclure. Joan Schell, la 2e victime, fut vue pour la dernière fois en train de monter dans une voiture avec 3 jeunes hommes, et l'un de ces hommes était le propre colocataire de Collins, Arnold Davis. Et ce que Davis dit plus tard à la police, c'est que Collins avait insisté pour prendre Joan dans sa propre voiture après qu'elle fût montée. Et les deux sortirent de la voiture de Davis ensemble, et Collins revint seul presque 3 heures plus tard. Il insulta Joan et dit qu'il l'avait déposée. C'était en 1968. La police interrogea Collins, il donna un alibi, et ils le prirent au mot sans jamais vérifier. S'ils avaient vraiment creusé et vérifié, Karen aurait peut-être pu aller dans cette boutique de perruques et rentrer chez elle saine et sauve. Dawn Baysom aurait peut-être pu descendre ses voies ferrées. Alice Callum aurait peut-être pu rentrer chez elle de cette fête.
Au lieu de ça, l'affaire fut classée et les meurtres continuèrent, et 6 autres femmes ne rentrèrent jamais chez elles. Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui d'Everytown. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, alors vous avez certainement un intérêt pour le true crime. Donc, jetez un coup d'œil à tous les autres épisodes que nous avons. N'oubliez pas de revenir ici la semaine prochaine pour un autre épisode rempli d'histoires étranges et mystérieuses. Car on ne sait jamais, peut-être que ce sera votre ville la prochaine fois.